L'édifice du centre est rempli de gravures et de sculptures. Elles renvoient toutes à des moments marquants de l'histoire du Canada. Ici, dans le Palais de la Confédération, des motifs complexes recouvrent presque tous les espaces. Représentant des symboles du Canada, sa flore et sa faune, et les armoiries de chaque province et territoire. Dans le foyer de la Chambre des communes, on peut voir une série de sculptures intitulées à juste titre « L'histoire du Canada ». Elles illustrent les différentes étapes du développement de notre pays. Elles racontent l'histoire du Canada, sociale, politique et économique. La plupart des sculptures de l'édifice du centre ont besoin d'être restaurées. Ici, on voit que certaines ont été endommagées par des fuites d'eau. Lorsque l'architecte John Pearson a conçu le bâtiment, il a délibérément laissé des milliers de blocs de pierre non sculptés. Il souhaitait que les générations futures de sculpteurs ajoutent leurs propres histoires sur les pierres de l'édifice du centre, pour illustrer l'histoire du Canada au fur et à mesure de son évolution. Et depuis près d'un siècle, c'est exactement ce qui s'est passé. Chaque génération de sculpteurs laisse sa propre empreinte. Il reste maintenant 180 blocs non taillés. Le sculpteur du Dominion du Canada supervise l'entretien de toutes les sculptures de la cité parlementaire. Il ou elle est aussi chargé de créer de nouvelles pièces. 6 personnes ont occupé cette fonction depuis sa création officielle en 1936. Voici John Philip Smith. Il est le 6e sculpteur du Dominion du Canada. Pendant la restauration de l'édifice du centre, il est chargé de superviser l'entretien de toutes les œuvres sculpturales, y compris toutes les nouvelles sculptures. Nous nous trouvons actuellement à 3 ou 4 étages de haut sur l'échafaudage à l'intérieur de la Chambre des communes. Nous sommes donc tout près de la ligne du toit, ou plutôt du plafond. Et ici, tout en haut, avant qu'elle ne se transforme en plafond, il y a une corniche qui s'étend tout autour de la chambre. C'est un bel exemple de blocs non taillés. Voici donc quelques-uns des blocs originaux qui n'ont pas été sculptés à l'époque et qui font partie de la suite du programme de sculpture. Ils font partie des 180 blocs. Pour nous, il s'agit d'une priorité dans le cadre du projet, car nous disposons désormais d'un échafaudage pour sculpter ces blocs, ce qui n'est pas possible en temps normal. La prochaine occasion sera peut-être le prochain grand projet, qui pourrait durer 100 ans ou plus. Et nous nous concentrons donc sur la sculpture de ces blocs. Certains dessins ont déjà été réservés pour certaines de ces pièces, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont déjà figés ou gravés dans la pierre. Ce sont donc des discussions que nous avons avec les partenaires, le Sénat et la Chambre des communes, qui travaillent en étroite collaboration avec les conservateurs du projet. Ensuite, c'est aux parlementaires de décider ce qui sera finalement gravé. Il s'agit d'un processus de consultation qui évolue au fil du temps. Il y a beaucoup de travail de recherche initiale et de conception qui a lieu, et oui, c'est tout un processus. Un élément de mon rôle consiste à proposer différentes idées sur ce qui devrait être représenté dans ces blocs, et mon équipe aussi. Et vice-versa, ces demandes peuvent également émaner du bureau du président de la Chambre. Ce sont donc des choses sur lesquelles nous travaillons ensemble. Il s'agit vraiment de représenter ce que nous pensons que la nation ou le peuple du Canada, les citoyens du Canada, ont le plus besoin de voir ou ce qui est le plus pertinent pour le pays. Je me trouve actuellement dans le foyer de la Chambre des communes, près de l'entrée, et j'aimerais attirer votre attention sur quelques pièces très intéressantes. En 1978, le député Wally Firth a demandé au président de l'époque, James Jerome, que des pièces soient créées et sculptées par des sculpteurs autochtones pour être placées sur les murs du Parlement. C'est ce qu'on appellera plus tard le programme de sculpture des peuples autochtones. 10 zones non sculptées ont donc été choisies et réservées à ce programme. À ce jour, 9 de ces sculptures ont été achevées, dont l'une est ici, créée par le sculpteur autochtone Joe Jacobs de la nation Cayuga et intitulée « Création ». De l'autre côté, il y a une œuvre créée par l'artiste Gitxsan Earl Muldoon.
Il est important de noter que ces sculptures ont été réalisées dans le studio du sculpteur, c'est-à-dire que les ébauches ont été expédiées aux différents endroits où se trouvaient les sculpteurs et qu'elles ont été créées dans leur propre studio. It's also important to note that the carvers themselves here that created these pieces and the parliamentary carvers never... Il est aussi important de noter que les sculpteurs qui ont créé cette pièce et les sculpteurs parlementaires ne se sont jamais rencontrés, qu'il n'y a pas eu de discussion ou d'échange de connaissances sur les différentes méthodes de sculpture. Le but est donc de travailler ensemble, de partager les moyens et les méthodes et de concevoir de nouveaux thèmes pour les œuvres décoratives futures. Notre équipe se concentre sur deux choses. Il y a les nouveaux travaux et les travaux de restauration. Je commencerai donc par les nouvelles œuvres. Disons que vous avez un morceau de pierre vierge dans les murs et que vous voulez créer quelque chose. Vous commencerez par effectuer des recherches, puis de créer des dessins, et enfin un modèle en argile. L'avantage de travailler avec l'argile, c'est que l'on peut ajouter et retirer des matériaux. Ainsi, une fois la sculpture terminée, elle correspond exactement à ce que l'on veut. Elle est ensuite coulée en plâtre, ce qui permet de créer un modèle appelé maquette, qui est en quelque sorte le modèle dur que vous copiez ensuite dans la pierre. Cette maquette ou ce modèle est ensuite entreposé, puis la pièce finie est installée où elle se trouve déjà là, si vous l'avez travaillée in situ. En ce qui concerne la restauration, c'est à peu près la même chose, mais on essaie de recréer quelque chose qui existait déjà. On continue donc à effectuer des recherches en amont pour essayer de comprendre ce qui a pu être là. Vous regardez des photographies historiques, puis vous prenez un moule et vous recréez dans l'argile ce que vous pensiez qu'il y avait là. Et il faut rester fidèle au style et aux autres éléments qui entourent la sculpture. Ensuite, on obtient la maquette, puis on sculpte à nouveau la pièce dans la pierre et on la replace dans le mur. Voilà donc le processus. C'est un processus qui existe depuis des milliers d'années et qui est efficace. L'un des prédécesseurs de John Philip était Eleanor Milne. Elle fut le troisième sculpteur du Dominion du Canada et occupa ce poste pendant plus de 3 décennies. Elle est très connue parce qu'elle a réalisé certaines des séries les plus connues, soit la série sur l'acte de l'Amérique du Nord britannique et la série sur l'histoire du Canada. Ce sont les séries sculptées les plus importantes du bâtiment. Elle a eu une très longue carrière à titre de sculpteur du Dominion et disposait d'une merveilleuse équipe de sculpteurs. Et elle avait une touche très intéressante. Sa formation n'était pas tellement axée sur la sculpture architecturale en pierre, mais elle venait d'un milieu contemporain, ce qui lui a permis d'ajouter un style différent. Son travail s'inscrivait toujours dans ce que l'on pourrait appeler le style gothique, mais elle en a repoussé les limites pour en faire quelque chose de complètement nouveau et qui lui ressemblait aussi complètement. Il est donc très intéressant de voir son travail et la manière dont elle l'a réalisé. Le legs de Madame Milne est visible dans tout le bâtiment, y compris dans le foyer du Sénat. John Philip et son équipe travaillent à la création d'une nouvelle sculpture pour cet espace. Une sculpture en l'honneur des 70 ans de règne de la reine Élisabeth II. Cette pièce a été créée à l'occasion du jubilé de platine de la reine et nous avons décidé, après avoir consulté le Sénat, de créer une pièce qui commémorait cette occasion monumentale. Il s'agissait essentiellement de moi-même, du conservateur du côté du Sénat et de l'huissier du bâton noir. Nous avons parcouru l'espace et nous avons choisi cette pierre angulaire comme endroit idéal pour créer une représentation décorative de cet événement. La première étape a consisté à examiner cette pierre angulaire et à décider ce que nous pouvions faire dans l'espace qu'elle offrait. Il y avait aussi l'emblème du jubilé de platine qui a été créé ici au Canada pour commémorer cette occasion. Nous savions donc que nous voulions l'inclure dans la pièce et le placer au centre de celle-ci. C'était donc une bonne chose. Nous étions sur la bonne voie, mais nous avons estimé qu'il fallait ajouter quelque chose sur les côtés. La suggestion du côté du Sénat était d'ajouter du feuillage. La fleur préférée de Sa Majesté était le muguet. Je crois donc que le Sénat a vérifié auprès du palais de Buckingham si cela était possible, et ce fut le cas. Nous avons donc créé l'emblème qui est en quelque sorte soutenu par ce muguet. J'ai donc fait un dessin qui a été approuvé, puis j'ai commencé à le sculpter dans l'argile, grandeur nature. C'est plus grand qu'un muguet. Le
Guet, c'est une petite fleur, mais là encore, étant donné son emplacement, nous voulions nous assurer qu'elle soit aussi lisible que possible. Et c'est quelque chose de très important lorsqu'il s'agit de sculpture architecturale, la lisibilité. C'est ainsi que le projet a vu le jour. Nous avons maintenant un modèle et nous espérons pouvoir commencer à le sculpter assez rapidement.